Oui, merci d'être venu, d'assister à cette séance de Saint-Jacques qui aurait dû être avec Peter Bogdanovich, mais il y a eu un accident en arrivant à Lyon. Donc en termes de santé, il va bien, mais il est immobilisé, donc il n'a pas pu suivre son voyage non plus sur Paris. Mais on a Jean-Baptiste Ray qui connaît très très bien Peter Bogdanovich pour l'avoir interviewé pendant 10 ans et l'avoir suivi d'année en année et arriver à la fin à cet ouvrage d'entretien passionnant, le cinéma comme élégie, donc conversation entre Jean-Baptiste Ray et Peter Bogdanovich, et qui revient sur le parcours de ces cinéastes dont Jean-Baptiste va nous parler. Parallèlement, on est vraiment dans un vrai événement autour du cinéaste qui a été un petit peu oublié avec le temps, et c'était une vraie star dans les années 70, à l'instar d'un Friedkin ou Coppola. Ils ont d'ailleurs monté une société de production tous les trois qui n'a duré que quelques temps, et lui avait réalisé de nombreux succès, avait un peu disparu, est revenu notamment avec Saint-Jacques et tout le monde riait. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier à quel point c'était un des cinéastes importants du cinéma américain des années 70, mais aussi le cinéaste cinéphile qui connaissait tous les grands de l'âge d'or d'Hollywood. Et il revient de toutes ces... Dans ce livre, il revient sur ses rencontres avec Billy Wilder, Howard Hawks, Hitchcock, etc. Hawks venait régulièrement sur ses tournages. Et puis évidemment, lui aussi, son œuvre. Vous connaissez peut-être La Dernière Séance, The Last Picture Show, qu'on a aussi édité en DVD Blu-ray. Je vous montre un peu les différentes éditions. Donc ça, c'est le deuxième film, je crois, de Bogdanovich, qui l'a fait vraiment exploser au sein du système hollywoodien. Saint-Jacques, que vous venez voir, et j'espère que vous l'avez apprécié, qui est un film très rare, qu'on ne voyait plus depuis des années, et qu'on vient de ressortir en salle, et aussi en DVD Blu-ray. Et dernier, je m'arrête là, ça fait beaucoup, mais on a voulu faire un événement conséquent autour de ce cinéaste pour le faire pleinement découvrir aujourd'hui en France. Un livre qu'il a écrit, La mise à mort de la licorne, et qui revient sur son histoire tragique avec son actrice tant aimée qu'il a découvert dans le tournage du film suivant, Saint-Jacques, et tout le monde riait. Voilà, donc je cède la parole à Jean-Baptiste pour nous parler, ou Jean-Marc pour poser une question, pour nous parler de Peter Bogdanovich et notamment Saint-Jacques, le film en tant que tel et dans sa carrière. Alors justement, Vincent, vous disiez à l'instant que Peter Bogdanovich est un réalisateur à découvrir et que sans doute beaucoup d'entre vous découvrent aujourd'hui avec Saint-Jacques. Peut-être Jean-Baptiste pour commencer cette discussion, puis on fera tourner un micro aussi dans la salle assez vite. Peut-être vous pouvez nous resituer Saint-Jacques dans l'œuvre, puisqu'il y a déjà une œuvre constituée au moment où il tourne Saint-Jacques, dans l'œuvre de Bogdanovich. Déjà bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors qu'est-ce que je peux... Oui, c'est une question hyper vaste là. Non mais... J'essaie de voir en minutage dans ma tête combien ça fait. En fait, je sais pas, ça passe beaucoup. On a le temps, on a le temps. Non, mais en fait, il y a deux choses que je voudrais juste dire sur la question de Bogdanovich, parce que Vincent a raison. Ce qui est intéressant avec Bogdanovich, et moi, ce qui m'a intéressé en fait au fil de ces rencontres avec lui, c'est que à chaque fois j'allais le voir, quand j'ai commencé à le voir aux États-Unis, à Los Angeles, parce que c'est quelqu'un qui vit à Los Angeles, toujours d'ailleurs un peu idéalement dans une sorte d'âge d'or qui évidemment a disparu, mais Vincent le connaît bien aussi. Quand on va voir Bogdanovich, on n'a pas rendez-vous au South Central, quoi. On a rendez-vous dans Beverly Hills Hotel, toujours dans des endroits. Il est resté un peu dans cette espèce à la fois d'âge d'or que lui a connu précisément entre 71 et 74. L'âge d'or de Bogdanovich, il a été court, mais il était extrêmement intense. Même des gens comme Tarantino disaient qu'il était jaloux de la notoriété de Bogdanovich à l'époque, chose qu'on n'imagine absolument pas aujourd'hui, parce que la plupart, pas tous, mais la plupart des cinéphiles n'ont pas une idée très précise en fait de qui est Peter Bogdanovich aujourd'hui. La critique, j'en parle même pas. Et donc c'est intéressant de se dire qu'entre 71 et 74, c'est quelqu'un qui a été une superstar, qui pour plein de raisons sur lesquelles je vais revenir rapidement, en fait a perdu un peu ce statut. Parce que tu t'as pas amené la mise à mort de la licorne. C'était là. Ah oui. Voilà. Parce qu'en fait, il y a plusieurs événements dans la carrière de Bogdanovich qui vont expliquer le fait qu'il passe de statut de Wonderboy d'Hollywood à quelqu'un qui a beaucoup de mal à se faire produire, qui est un peu marginalisé, etc. Et un des événements extrêmement importants de la vie de Bogdanovich, c'est l'assassinat de Dorothy Stratton. Et donc Bogdanovich a écrit un an ou deux après la mort de Dorothy Stratton en 1980 un livre, une sorte de roman, essai biographique autour de cette femme qui a été sa muse pendant 1 an et demi.
Elle jouera d'ailleurs Dorothy Stratton, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais Bob Fosse a fait un film sur l'assassinat de Dorothy Stratton qui s'appelle Star 80, avec Marielle Hemingway dans le rôle de Dorothy Stratton. Et il y a eu aussi d'ailleurs un téléfilm, Death of a Centerfold, réalisé en 83 pour HBO, avec Jamie Lee Curtis, qui jouait le rôle de Dorothy Stratton. Et ça a été, en fait, en 80 à Hollywood, un coup de tonnerre très important, l'assassinat de Dorothy Stratton. Elle a été assassinée par son ex, parce qu'elle était avec Bogdanovich. Elle va le revoir une dernière fois pour régler 2-3 problèmes, et ça se termine très très mal. Et donc elle est assassinée, et ça a eu à Hollywood un impact pas aussi important, mais un petit peu du même ordre que l'assassinat de Sharon Tate par Manson en 69. Ça a été, ironiquement d'ailleurs, c'est drôle de se dire que la décennie commence avec l'assassinat de Charles Manson et s'achève avec l'assassinat de Dorothy Stratton, hein, qui sont deux éléments un peu bornes. Et c'est quelque chose, Bogdanovich, dont lui ne s'est jamais complètement remis, l'assassinat de cette femme. Et d'ailleurs, il tournera un film que vous avez peut-être vu en 84, qui est formidable, qui s'appelle Masque. Qui a vu Masque parmi vous, hein? Ouais. Et alors il y a plusieurs versions de Masque qui existent, mais aujourd'hui vous pouvez même le trouver en Blu-ray en version 1 intégrale et 2 avec la bande-son d'origine, et en l'occurrence la bande-son d'origine c'était une musique de Springsteen, Bogdanovich a mis des années, et ça a été le cas de certains de ses films, à pouvoir retrouver, ou en tout cas réimposer la version qu'il voulait à l'origine. Ça a été le cas avec Masque, ça a été le cas de la dernière séance, ça a été le cas avec Nickelodeon, etc. Et donc il mettra beaucoup de temps, mais jamais il ne retrouvera dans les années 80 et a fortiori 90 et aujourd'hui le statut qu'il a eu, on pourrait dire, à ce moment-là. Alors, moi, ce qui me semble intéressant de dire, c'est que comment se fait-il que quelqu'un qui a réalisé en fait des films qui, à l'époque, ont eu du succès et qui, par beaucoup, sont connus, comme La Dernière Séance, qui reste, on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais La Dernière Séance, c'est un film extrêmement emblématique de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors, à tort ou à raison, le nouvel Hollywood. Quand le film sort, il propulse immédiatement Bogdanovich comme un des 2-3 cinéastes les plus intéressants, les plus en vue à Hollywood. Last Picture Show, c'est pas du tout un film confidentiel. C'est un véritable coup de tonnerre dans l'histoire du cinéma américain, d'autant plus que, pour ceux qui l'ont vu parmi vous, plus que Masque. Donc en fait, plus c'est récent, vous avez vu. C'est rare, généralement c'est le contraire. Et avec Last Picture Show, il va aussi imposer toute une nouvelle génération d'acteurs, Ellen Burstyn, Timothy Burton, Jeff Bridges, Sybil Shepherd, qui va devenir sa muse, etc. Et donc Last Picture Show, c'est un film très très important dans l'histoire du cinéma américain. Et après, à partir de ce moment-là, Bogdanovich va devenir une sorte de, on pourrait dire, de superstar, puisqu'il va faire 2 films qui auront du succès par la suite, en l'occurrence La Barbe à Papa, Paper Moon, film avec Ryan O'Neal et sa fille, un film génial qui se passe dans les années 30, qui raconte l'histoire d'un petit escroc qui voyage, fait un voyage de fortune avec une fille qu'il a rencontrée, qui est jouée par Tatum O'Neal, dans les années 30, noir et blanc, ambiance Les Raisins de la Colère, et Chaplin, c'est les grandes références de Bogda à ce moment-là, Bogdanovich, pardon. Et ensuite, il y a What's Up Doc, On se fait la valise docteur en français, qui est une sorte de screwball comédie tournée par Bogdanovich à San Francisco avec Barbara Streisand et Ryan O'Neal, etc. Ce qui est assez fascinant, c'est de se dire que Bogdanovich, il a un succès énorme en 71 avec La Dernière Séance, qui est son 2e film. Je vous reparlerai après de son premier, qui me semble très important aussi. Et qu'en fait, pendant les 3-4 années qui vont suivre, il aura des succès avec des films qui, on pourrait dire systématiquement, évitent les grandes thématiques du nouvel Hollywood. C'est pour ça que, moi, ce que je trouve le plus intéressant avec Bogdanovich, et je pense c'est aussi ce qui explique sa faible notoriété aujourd'hui, c'est que quand les années 70 sont revenus à la mode, en gros, au mi-temps des années 2000, au point d'être aujourd'hui totalement mainstream. On a le sentiment que les années 70, c'est partout. On connaît presque plus les années 70 que King Vidor et Ford aujourd'hui. Mais quand ces années-là reviennent, et le nouvel Hollywood reviennent à la mode, sont à la fois réévalués par des textes, par des bouquins, etc., on ne sait pas trop quoi faire de Bogdanovich. Parce que Bogdanovich, contrairement à tous les collègues, on pourrait dire de sa génération, je parlais de Friedkin, Coppola, Al Ashby, Altman, enfin tous ces gens-là, les Hopper qui ont fait les années 70, Bogdanovich, lui, s'est toujours tenu à l'écart, à la fois et de cette génération-là, et même il a même fait des films qui en apparence sont des films qui ont l'air d'être des films presque, presque anachroniques, on pourrait dire, si vous voulez. Et ça explique en partie le fait qu'on s'est mis à oublier Bogdanovich. Et surtout, il y a une autre raison à mon avis, c'est que contrairement à, on parlait d'ailleurs de Friedkin et de Coppola, Friedkin n'aurait pas fait French Connection ou L'Exorciste, plus personne ne s'en souviendrait aujourd'hui. Coppola aurait pas fait Le Parrain et Apocalypse, c'est pas Conversation secrète ou Rumblefish qui ont fait de Coppola un cinéaste très connu, etc. Dennis Hopper n'aurait pas fait Easy Rider, et on pourrait comme ça décliner. Bogdanovich, en fait, a eu la malchance, on pourrait dire, de n'avoir jamais réussi à faire un film, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème de reconnaissance, en fait, qui intègre
un peu presque le champ de la pop culture. Je pense que c'est un truc très important chez lui. C'est-à-dire que Friedkin, aujourd'hui, il est connu dans le monde parce que c'est l'homme qui a fait L'Exorciste. Et pourtant, il en a fait beaucoup, beaucoup de films. Mais il a fait quelque chose qui a dépassé le cadre du cinéma. L'Exorciste est devenu un film qui est rentré intégralement dans la pop culture via le cinéma, la musique, la vidéo, les clips, n'importe quoi. L'Exorciste est presque beaucoup plus connu que le nom de Friedkin. C'est le cas de quelques autres cinéastes. Et dans le cas de Bogdanovich, mais Al Ashby, c'est pareil, hein. Et vous faites un sondage autour de vous, vous dites mais qui connaît Al Ashby? Al Ashby, c'est un cinéaste super important des années 70, quasiment oublié aujourd'hui. On a vu, oui, Harold et Maude, Bienvenue Mr. Chance peut-être, 2-3 trucs, mais en fait il n'est pas identifié, alors que c'est un cinéaste ultra important du nouvel Hollywood, et parfois plus que certains qui ont la primeur aujourd'hui. Et le drame, on pourrait dire, bon, tout relatif, hein, mais le drame de Bogdanovich, c'est de n'avoir jamais en fait un film qui justement dépasse, on pourrait presque dire, le cadre du cinéma, si vous voulez. Alors ça, c'était un préambule. Maintenant, pour répondre à ta question, mais je vais aller très vite. Non, parce que c'est important d'avoir ça en tête, parce que quand Bogdanovich, c'est quelqu'un, pour ceux qui le connaissent pas vraiment, d'abord c'est un New-Yorkais, dont les parents sont serbo-croates, qui a commencé à parler le serbo-croate avant l'anglais et l'américain. C'est quelqu'un qui s'est toujours senti d'ailleurs à la fois profondément américain et en même temps profondément outsider. Hein, et d'ailleurs, bon, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé tous les deux au fil des années, c'est son rapport très complexe avec l'Amérique et l'Europe. Hein, c'est quelqu'un qui a un rapport paradoxal avec l'Europe. Quand il est en Europe, il se sent américain, et quand il est américain, il se sent européen. Et je pense que ces films portent la trace de ça. Et donc il va commencer en faisant plein de choses, hein, du théâtre, il va être acteur, Bogdanovich, d'ailleurs vous l'avez vu là dans le rôle de Elie Schumann. Il joue pas si mal d'ailleurs. Hein. Il a été d'ailleurs dirigé dans le film par Ben Gazzara. C'est Ben Gazzara qui lui a dit comment il fallait jouer. En tout cas, qui a parfait la façon dont il joue. Et notamment la première fois où il apparaît, comment vous appelez Schumann et dit Schumann. Ça, c'est une idée de Ben Gazzara. Plutôt que de le dire comme ça face caméra, il lui dit non, tu t'en vas et tu le dis en deux coups, façon James Bond. Et en plus, comme le film est hanté par Bond, hein, mais sur un mode assez pervers que j'aime beaucoup, de Goldfinger à Georges Lazenby. Vous l'avez tous repéré, Georges Lazenby? Bon. Hein, l'homme de secret de Sa Majesté, le diplomate qui aime bien les petits garçons. C'est lui. Donc ce que je trouve hyper intéressant qu'il fasse jouer à Bond à un moment donné. Enfin bon, on y reviendra. Et donc c'est quelqu'un qui va commencer donc à être acteur, à faire du théâtre. Et puis Bogdanovich, c'est un passionné du cinéma classique américain. Hein, c'est le seul d'ailleurs qui de cette génération-là considère, il y a une phrase, vous savez, très très célèbre dans son tout premier film qui s'appelle Target, la cible, en 68, qui est peut-être la phrase manifeste du cinéma de Bogdanovich. C'est son tout premier film produit par Corman. Et dans ce film-là, Bogdanovich joue le rôle d'un sorte de scénariste-réalisateur qui tourne un film avec une star vieillissante, en l'occurrence Boris Karloff. Ils sont tous dans une chambre d'hôtel à un moment donné. Il y a une télévision qui diffuse un film qui s'appelle Criminal Code de Howard Hawks, un film de 31, dans lequel joue Boris Karloff. Et Karloff, en 68, se regarde en train de jouer ce film en 31. Et à ce moment-là, il y a l'air dépité de Bogdanovich qui est avec Karloff devant la télévision et qui dit cette phrase devenue très connue, qui dit « C'est terrible, tous les bons films ont déjà été faits ». Donc on a quelqu'un qui en 68 pourrait appartenir à cette espèce d'élan du nouvel Hollywood en se disant « Mais génial, on va faire la révolution, on va prendre d'assaut la citadelle, on va faire comme tous les autres ». Coppola, Hopper, tous ces gens-là, Henri Jaglom, on y va. Et lui, en fait, il arrive et il dit « Ouais, mais c'est trop tard ». Le grand cinéma classique que moi j'aime et que j'adore, en fait c'est un cinéma qui fondamentalement n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a toujours eu chez Bogdanovich, mais extrêmement tôt, la conscience en fait d'être arrivé trop tard. Ça c'est le grand sujet des films de Bogdanovich, des gens en fait qui sont toujours en décalé par rapport à leur temps. Ils arrivent trop tard. Il est toujours trop tard dans les films de Bogdanovich, ou alors on est dans un présent qui est en train de passer. Hein. C'est pour ça que moi, quand j'avais appelé le bouquin Cinéma comme élégie, c'est parce que l'élégie me semblait être le sentiment caractéristique du cinéma de Bogdanovich. C'est quelqu'un qui filme le présent comme toujours alors qu'il est en train de disparaître. Vous voyez, dans Saint-Jacques, c'est typique. On a le sentiment où le film commence au présent, on pourrait presque dire, avec Ben Gazzara, qui est cette espèce de Mac et de saint en même temps. Il s'appelle Saint-Jacques, c'est pas pour rien évidemment. Et puis à peu, les 3 années du film, parce que le film dure 3 ans, alors ça correspond aux 3 venues du comptable, hein, William Lee, et on comprend derrière, c'est la fin de l'Empire colonial, c'est la fin de la guerre du Vietnam, etc. Et le temps passe, et lui devient l'homme d'un autre temps à la toute fin du film. Hein, et c'est comment est-ce qu'il filme ce présent en train de disparaître. Ça, c'est le truc typique de Bogdanovich. Et donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il dit cette phrase dans la cible, en fait, donne son programme. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi?
commencer une carrière de cinéaste alors que les portes lui sont ouvertes. En plus, il a côtoyé avant, il a fait des livres avec Wells, avec Hitchcock, avec Hawks, avec Alan Dwan, il a côtoyé McCarey. Tous les anciens d'Hollywood, il était le seul à aller les voir, quasiment. C'est intéressant, alors que les autres étaient tous tournés soit vers les gens de leur génération, soit vers le cinéma européen, les nouvelles vagues. Bogdanovich était le seul à aller voir les anciens, en leur disant « Mais moi, ça m'intéresse que vous me racontiez ce que vous avez fait ». Et donc, cette espèce de rapport, il a souvent dit lui-même, moi je passais relativement peu de temps avec les gens de ma génération, très très peu. Il dit, moi je préférais toujours aller boire un pot avec George Cukor plutôt qu'aller fumer des joints avec Dennis Hopper. C'est ça, hein. Non mais c'est vrai, la vie de Bogdanovich c'est ça. Et donc c'est quelqu'un en fait qui a toujours vécu, même encore aujourd'hui quand vous le rencontrez, hein, quelqu'un qui a traversé les années 70 non pas en aveugle, parce que ces films c'est aussi, le paradoxe c'est ça, c'est que c'est des films qui fantasment un âge classique hollywoodien, et en même temps qui sont totalement de leur époque. Last Picture Show, c'est un film qui se passe dans les années 50, en noir et blanc, sur la fin d'une petite ville, d'une époque, etc., etc. On se dit, ouais, bon d'accord, on est parti pour 2 heures de nostalgie, mais là où c'est vraiment un film des années 70, c'est que, on se rend compte qu'il ne nous dit pas que les années 50 c'était génial, il nous dit que non, c'était pas terrible, c'était même plutôt déprimant, ce qui tranche avec le cinéma réactionnaire qu'on aura dans les années 80. Et puis il filme des séquences extrêmement crues, à la fois de sexe, on pourrait dire d'utopie, de rapport entre les individus, etc. Ce qui fait que quand il fait la dernière séance, il a un geste, on pourrait dire nostalgique, retour au passé, mais la façon dont il va traiter ce passé, la façon dont il va le filmer, est typique des années 70, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de caractéristique de Bogdanovich. Et donc, quand il fait son premier film, La Cible, qui a vu La Cible parmi vous? Hein, ça vous a plu? Hein, film génial, La Cible, donc premier film fait avec 3 bouts de ficelle, hein, premier film produit par Roger Corman, et donc il a l'idée, à l'époque Charles Whitman vient de tirer depuis la tour de Austin, l'affaire Charles Whitman, l'un des premiers types tueurs comme ça, de foule, en foule si vous voulez, et c'est quelque chose qui marque beaucoup les États-Unis à l'époque. Il a l'idée d'un scénario qui serait qu'un type de bonne famille se met de façon totalement hasardeuse, pour une raison qui est à la fois dite mais reste totalement implicite, se met à tirer des gens, tuer des gens en se postant sur une citerne près d'une autoroute de Los Angeles. Après, qu'est-ce qu'il a comme élément pour faire ce film? Boris Karloff doit 3 jours de tournage à Roger Corman. Roger Corman lui dit, voilà, je te prête ta Karloff pendant 3 jours. Et donc là, il y a voilà, brainstorming. Il se dit, qu'est-ce que je fais entre, d'un côté, une histoire totalement contemporaine, alors là, 13 années 70, hein, vraiment, tout y est d'ailleurs, hein, et puis de l'autre, un espèce de, voilà, Boris Karloff, star vieillissante, qui a joué dans quelques bons films, beaucoup de navets, et là, en l'occurrence, The Terror, qui est un film plutôt complètement raté. Dans le film commence comme ça, en disant, quel mauvais film. Et il arrive à trouver, grâce avec l'aide de Samuel Fuller, qu'il connaissait aussi, qui va lui donner les clés pour arriver à mêler ces 2 histoires. Et ce que je trouve très intéressant dans La Cible, c'est que faut le regarder presque comme un acte autobiographique, en se disant, Bogdanovich en 68, il est en même temps que les autres. Il est avec Scorsese, Coppola, Jonathan Demme, Monty Hellman, enfin tous les gens qui sont passés dans l'écurie Roger Corman. Et lui fait son premier film comme les autres, des années 70, type Rafelson ou autre. Mais il fait un film, on pourrait dire, qui marche sur 2 jambes. Une jambe totalement années 70, qui est l'histoire de cette espèce de tueur dans le Los Angeles contemporain, et une histoire totalement tournée vers le cinéma et l'importance du cinéma et les anciens avec Karloff. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé chez Bogdan, je me suis toujours dit que, en fait, La Cible, c'est le moment où Bogdanovich s'est retrouvé finalement à la croisée des chemins. Il s'est dit, est-ce que je vais du côté Easy Rider, Bob Rafelson, Five Easy Pieces, et ça je prends l'histoire de contemporaine, ou bien est-ce que je fais des films beaucoup plus tournés vers l'âge d'or du cinéma? Et il est resté dans l'entre-deux. C'est ça que je trouve très intéressant. Alors après, il fait The Last Picture Show, qui est un film qui aura un succès évidemment extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, il fait les 2 autres films qui vont asseoir son succès. Il faut quand même rappeler que Bogdanovich, à l'époque, est une superstar. Hein. On l'a même d'ailleurs dans le DVD du film qu'a fait Bill Tech. Hein, il est la star de ces bandes annonces. Dans les années 70, quand les gens vont voir un film de Bogdan, les acteurs, c'est ouais, pourquoi pas, mais c'est Bogdan qu'on va voir. Donc c'est lui qui joue dans ses propres bandes annonces. Hein, on se rend compte de la puissance du statut de l'auteur à l'époque. C'est quelque chose qui a largement évidemment disparu depuis. Mais Bogdanovich se met en scène dans ses propres bandes annonces. Hein, il fait de la télévision. En plus, c'est un type qui présente bien sur lui. Les médias l'aiment bien. Il sait se tenir, il parle correctement. Il a toujours un côté dandy. Il a un seul petit foulard qu'il n'a jamais quitté, etc. Donc il sait. Et puis surtout, il est l'homme qui a vu les loups. Hein, Bogdanovich, c'est-à-dire qu'il connaît par cœur Cukor, Wells, Hitchcock, etc., etc. Et donc c'est intéressant parce que après ces 3 films-là, donc il est au sommet. Comme le disait Vincent, il crée une boîte de production avec les réalisateurs qui ont plus de succès à l'époque, en l'occurrence Coppola et Friedkin, ce qui est un drôle d'assemblage d'ailleurs quand on y pense.
Coppola, Friedkin et Bogdanovich montent une boîte de production ensemble qui s'appelle Directors Company. Et c'est en 2 mots, c'est une boîte de production qui, moyennant un accord avec la Paramount, leur permet de mettre en œuvre tous les projets qu'ils veulent pour moins de 3 millions de dollars, ce qui est déjà quand même beaucoup à l'époque, et la Paramount n'a aucun droit de regard sur les films qu'ils vont mettre en... Donc ce qui est une sorte de carte blanche absolument géniale. Et alors ça serait trop long de raconter l'histoire, mais finalement il n'y a que Bogdanovich qui va jouer le jeu. Peppermint qui faisait pour la Paramount, il le récupère pour le mettre dans cette boîte-là. Puis les 2 autres, bon, pour des raisons pécuniaires, et puis Friedkin Coppola, quoi. Ça, je pense que quand on bosse avec 2 égos comme ça doit être assez compliqué. Le truc capote, et donc Bogdanovich fait un film qui s'appelle Daisy Miller. Alors qui a vu Daisy Miller parmi vous ? Alors vous avez gagné, je sais pas quoi, mais quelque chose. Hein, il y a une seule personne qui a vu Daisy Miller, qui a en fait pas encore partie de ces grâles, on pourrait dire, des films de Bogdanovich, dont Daisy Miller et Tout le monde riait, quelques films comme ça, ou comme l'était Saint-Jacques jusqu'à il y a quelques jours. Hein. Saint-Jacques était un film qui était très très dur à voir, si vous voulez. Et quand il tourne Daisy Miller, il est encore ce Wonder Boy là, il adapte une nouvelle d'Henry James avec Sybil Shepherd, il part tourner en Europe, et là le film est un four total. Catastrophe. Alors, aucun succès, on ne comprend pas du tout ce qu'il est allé faire, surtout qu'à l'époque, Bogdanovich refuse des films incroyables. On lui propose Le Parrain, il n'en veut pas, etc. Il dit non, il trace sa route. Et donc Daisy Miller, on pourrait dire, est un film charnière dans la carrière de Bogdanovich. En 1974, il fait ce film que personne ne voit. Donc on est déjà à la fin de l'âge d'or. Il va faire un autre film qui s'appelle Nickelodeon. Vous avez peut-être vu ce film-là qui raconte les débuts du cinéma, l'enthousiasme des pionniers du cinéma. C'est un film formidable qui évoque un peu, je ne sais pas si vous avez lu ce livre de Kevin Brownlow qui s'appelle La Parade dépassée, qui raconte l'histoire, le moment du cinéma muet où des gens qui étaient avocats, pharmaciens, acteurs foireux, etc., se disent on va faire des films. Et comment tous ces gens vont inventer le cinéma de façon totalement artisanale. C'est un chant d'amour génial au cinéma, très malin, très intelligent. Le film est un flop total. Et ensuite, après 2 flops, il a de plus en plus de mal à trouver évidemment des sous. Il fait en 76 ce que font tous les cinéastes américains de l'époque. Il y a grosso modo ceux qui comprennent que les années 80 vont arriver, Spielberg est dans les parages, et puis ceux qui se disent pour contrer, il faut y aller encore plus fort. Et alors, légèrement, ça leur est à peu près à tous fatal. Et là, il fait un film qui s'appelle Enfin l'amour, un film avec Burt Reynolds et Sybil Shepherd, une sorte de comédie musicale qui est un hommage aux chansons de Cole Porter des années 30. Et alors là, flop absolument intégral. Et là, c'est parti, on est parti sur 3 ans de cauchemar. Pour tous les gens de cette génération-là, vous le savez, hein, Sorcerer, Porte du Paradis, New York, tous vont se vautrer les uns après les autres, et puis rentrer chez maman au début des années 80, après de revenir par la petite porte au milieu des années 80. Et donc Bogdanovich, il suit ce mouvement-là. Et arrive donc Et tout le monde riait, le film qui va tourner à New York avec Dorothy Stratton, et là, deuxième, on pourrait dire drame, mais là, personnel dans la vie de Bogdanovich, qui est donc la mort de cette jeune actrice. Et ensuite, Bogdanovich continuera à tourner. Hein. Son dernier film, c'est Broadway Therapy, vous l'avez peut-être vu. Film de 2014, un film relativement modeste, hein, avec Owen Wilson qui est un film formidable, mais il aura beaucoup plus de mal, si vous voulez, à tourner des films, et son âge d'or est passé. Et moi, une dernière chose, moi ce que j'ai trouvé toujours passionnant en allant voir Bogdanovich, c'est d'abord j'allais voir l'homme qui avait fait ces films-là, donc j'avais envie de passer du temps avec lui pour qu'il me raconte l'histoire de ces films, puis c'est aussi, ça me raconte une histoire du cinéma américain, hein, comment de 68 à aujourd'hui, hein, via cet homme-là. Et évidemment, c'est aussi un peu l'historien de cinéma ou l'homme qui a vu les loups que j'allais voir. C'est comme en France aujourd'hui quand vous rencontrez Bertrand Tavernier. Il n'y en a plus beaucoup des gens comme ça. Bogdanovich, il a 80 ans, il est né en 39, et c'est quelqu'un qui est dépositaire d'une mémoire absolument colossale de l'histoire du cinéma américain, mais vraiment colossale. Hein. C'est quelqu'un qui peut vous parler à l'infini de tel plan, je sais pas, d'un film d'Elo McCarey, où il disait sans arrêt, vous avez vu ce 25e film d'Alan Dwan, quand il se passe ça, etc. etc. C'est que c'est quelqu'un qui est un des derniers dépositaires de cette mémoire-là, et je trouvais touchant, surtout sur les dernières années de mes rencontres avec lui, la façon dont il se rend compte que cette mémoire-là, il faut en faire quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui a aussi écrit des livres, qui a regroupé ses chroniques, etc. Mais pour moi, il a une inquiétude que je retrouve parfois chez Tavernier. Hein, cette idée, mais qui après moi va savoir autant de choses? À qui je vais donner toute cette mémoire-là, tout ce savoir, cette expérience, etc. Et donc, quand on va voir Bogdanovich, on va voir les deux en même temps. Et surtout, comme tous les grands cinéphiles, cinéastes généreux, c'est quelqu'un qui préférera au fond toujours parler des films des autres que des siens. Moi, je suis très sensible à ça. Et Bogdanovich, c'est le cas. Il parle de ses films, mais si vous le lancez sur Ford, tout est oublié. Hein, il sait quelle est sa place. Ce qui est quand même, me semble-t-il, une grande qualité, quoi. Voilà, je vous ai assommé, donc maintenant c'est à vous de dire ou pas.
Alors peut-être une première question, une première intervention dans la salle. On a le temps, on prendra plusieurs paroles. Bonjour. J'ai 2 questions. Merci déjà de nous avoir permis de voir Saint-Jacques. Et bientôt Nickelodeon, mais ça c'est pas Monsieur Choix. Ça c'est Studio Canal. Voilà. Bon, ça c'est Voilà, c'est une grande famille. J'ai 2 questions, je vais essayer d'être rapide. J'ai cru lire quelque part qu'il a été question à un moment qu'Orson Welles fasse ce film. Voilà, si vous pouvez nous en dire un mot. Et on a beaucoup lu aussi que Peter Bogdanovich était soi-disant un cinéaste écrasé par ses références. Ah. Et là, bon, dans Saint-Jacques, il y a un intertexte évident avec le bookmaker chinois, par exemple, de Cassavetes, ou What's Up Doc avec Hawks. Est-ce que ce sont des références qui jouent vraiment contre les films de Bogdanovich, ou est-ce qu'il faut en saisir autre chose? Merci pour votre question. La première chose, oui, alors à l'origine, parce qu'en fait j'ai raconté un truc, on n'est même pas arrivé à Saint-Jacques. D'où votre question. Vous m'avez dit, attends, la boussole, elle est là. Et non, mais ce qui se passe, c'est qu'après donc les 3 échecs successifs de Bogdanovich, lui-même il voit que le cinéma américain est en train de changer, que l'industrie du cinéma américain est en train de changer, que lui a perdu pied en fait là-dedans, qu'il n'arrive plus à faire des films qui ont du succès, et donc il va avoir 3 ans au cours desquels il va être en retrait, il va réfléchir, mais même il se pose vraiment des questions. Mais comment se fait-il que des films que j'ai pu faire ont marché et maintenant ça marche plus? Et puis 3 échecs d'affilée, c'est pas rien qu'on a été quelqu'un qui a eu autant de succès. Et donc il se met de côté, il réfléchit, il l'explique lui-même, hein, c'est pas un moment formidable pour les Wonder Boys des années 70, le côté 70 et 80. C'est vraiment un sale moment, quoi. C'est le début d'entrer dans le cauchemar, quoi. Et donc lui, il est un peu comme les autres, même s'il va passer son temps à dire moi je préférais toujours voir les anciens plutôt que passer du temps avec des gens de ma génération, pas tous quand même, faut pas évidemment exagérer. Et en fait, Saint-Jacques, à l'origine, Orson Welles habitait chez Bogdanovich, parce que c'est le moment aussi un peu nomade d'Orson Welles, où il ne sait plus trop où il habite, ce qui est un peu le cas de Bogda aujourd'hui d'ailleurs. Peut-être les grands, à la fin, ne savent plus où ils habitent. Et Welles, c'était pareil. Et Bogdanovich, c'était quelqu'un qui hébergeait très souvent des gens du cinéma. Et évidemment, il a hébergé Orson Welles, qui était évidemment son mentor, quelqu'un qu'il admirait, etc. Et c'est un jour Orson Welles qui dit à Bogdanovich: je viens de lire un roman de Paul Theroux là, qui s'appelle Saint-Jacques, que j'adore, je trouve ça formidable, tu devrais le lire. Et Orson Welles dit: moi j'ai envie de le réaliser. Et tout le début, le début de la jeunesse de Saint-Jacques, c'est Bogdanovich aide, on pourrait dire Welles donne son point de vue, etc., aide à produire le film, mais c'est Welles qui va le réaliser. Et puis Bogdanovich, il est super content de se dire, Welles est quand même dans un moment très très compliqué aussi, et il est content de se dire, moi Bogdanovich, je vais produire un film d'Orson Welles. Hein, c'est pas pour rien qu'il a passé autant de temps à travailler sur Sword of the Wind, qui va être bientôt, je sais plus quand c'est, début novembre, sur Netflix, un truc comme ça. Et ça, c'est typique de Bogdanovich. C'est quelqu'un qui aime tellement le cinéma qu'il a à la fois envie de faire vivre la mémoire des autres, de raconter les faits de gloire, de faire plein de choses, et même de donner vie à des objets qu'on croyait morts. Parce qu'il faut quand même c'est pas rien le travail qu'il a fait sur Sword of the Wind, c'est 1 an et demi de travail. C'est pas, je mets mon nom, je donne un peu d'argent pour la resto. C'est beaucoup plus que ça, quoi. Donc il est bon. Et donc c'est Welles qui doit au début réaliser en fait le film Saint-Jacques, qui lui plaît beaucoup. Et d'ailleurs c'est pas inintéressant quand on connaît un peu Orson Welles. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir The Other Side of the Wind, c'est intéressant d'avoir Other Side of the Wind en tête, d'avoir Mr. Arkadine et d'avoir Saint-Jacques. Moi je dis ça comme ça, là, ça a l'air complètement abstrait, mais c'est vrai. Que vous gardez ces 3 choses-là et vous vous rendez compte que le personnage de Saint-Jacques, c'est une version, on pourrait dire, apaisée, beaucoup plus humaine, qui est redescendue sur Terre des personnages wellesiens, si vous voulez. Hein, quelqu'un qui pense qu'il a le contrôle, mais pas de façon, pas façon Arkadin ou Kane, pas du tout, mais qui pense qu'à avoir une forme de contrôle, et cette chose-là va évidemment petit à petit lui échapper. Donc c'est pas inintéressant que Welles, à la fin de sa carrière, ait décidé de garder une figure qui lui ressemble terriblement, en l'occurrence Jack Flowers, mais sur un mode, on pourrait presque dire, plus mineur, quoi. Hein. Et donc au début, ça va se passer comme ça. Alors l'histoire est très très longue de la jeunesse de Saint-Jacques, parce que Sybil Shepherd, qui est à ce moment-là avec Bogdanovich, donc héberge Orson Welles, et il lui demande régulièrement tous les mois: alors t'en es où l'écriture du scénario à partir du roman? Welles leur dit: mais j'avance, 2 mois, 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un moment, Bogdanovich se rend compte qu'il n'a pas écrit une seule ligne, donc rien du tout.
Et entre-temps, il a réussi à trouver de l'argent. Et il a trouvé de l'argent chez Hugh Hefner, patron de Playboy. Et pourquoi est-ce que le film, à l'origine, en fait, il y a Hefner dans les parages? C'est qu'au milieu des années 70, il y a un magazine dont j'ai oublié le nom, qui a sorti des clichés nus de Sybil Shepherd. C'est Playboy, hein? Ah oui, bien sûr, évidemment. Pardon. Vous voulez pas le dire Non, mais tu vois, il y a des moments, il y a des connexions qui sont... C'est vrai. Et donc, il sort des clichés, en fait, de nus de Sybil Shepherd, où l'histoire, elle est relativement connue. C'est qu'à l'époque... Bogda est très surpris, Sybil Shepherd aussi, j'avais fait de photos nues, non, ils avaient juste pris la pellicule, la 35 mm de la Picture Show, et ils avaient isolé 1 ou 2 plans où on voit Sybil Shepherd qui se dénude. Donc ils avaient sorti ces 2 photogrammes-là, grand tirage, on balance ça dans Playboy. Donc à l'époque, Sybil Shepherd n'est pas contente, attaque Playboy en justice, ça va d'ailleurs ça va créer presque un précédent dans l'histoire du rapport entre les photos, à la fois sur le tournage et des films, utilisation derrière par les revues, grâce à cette histoire de Saint Jack. Et puis finalement, pour arranger les choses, Sybil Shepherd dit grosso modo, bon, je vous demande pas trop d'argent, Playboy, par contre, en gros, vous financez Saint Jack, pour faire court. Hugh Hefner, lui, il s'en fout, il a tellement d'argent, etc. Ben, il dit ouais, finançons Saint Jack. Et donc, ce qui fait que Hugh Hefner, il ne fera rien de plus. Hein, je dis ça parce que c'est pas un producteur qui est venu sur le tournage en disant ouais, mais là je trouve que Ben Gazzara est pas top. Non, rien. Lui, il a donné l'argent et donc il se retrouve avec une partie de l'argent. Il faut quelqu'un pour produire et c'est là que Bogdanovich va avoir Roger Corman. Et je trouve ça assez beau d'ailleurs que Roger Corman, qui a mis le pied étrier à Bogdanovich en 68, soit le même qui le remette le pied alors qu'il est au fond du trou. Hein, il dit bah vas-y, et donc c'est une petite somme d'argent, hein, c'est $1 million, quelque chose comme ça, c'est pas grand chose Saint Jack, et c'est comme ça que le film va se faire, et Bogdanovich va dire bon bah finalement, puisque Orson n'a pas écrit une seule ligne, on va y aller, on a l'argent maintenant, il faut le faire, lui aussi quand même a besoin de faire des films, et ce qui sera d'ailleurs, Saint Jack sera d'ailleurs à l'origine d'une sorte de petite brouille, si vous voulez, entre Bogdanovich et Welles, qui en fait n'avait rien fait, mais en fait on a toujours voulu un peu à Bogdan d'avoir fait ce que lui n'avait pas fait, en gros. De toute façon, c'est des choses qui sont toujours inextricables, et c'est comme ça que se fait le film. Et moi, ce que je trouve formidable, c'était votre deuxième question, ça? Ouais, non, c'est référence. Et ce que je trouve très très beau, évidemment, dans Saint Jack, c'est que vous vous rendez compte que en fait, il n'avait jamais retrouvé, pour ceux qui ont un peu la carrière de Bogdanovich en tête, il n'a jamais retrouvé une liberté comme ça. Que tous les films qu'il a fait par la suite, La Picture Show, Paper Moon, Nickelodeon, sont des films qui sont parfois des films de studio avec des gros budgets, beaucoup de costumes, une infrastructure assez forte. Et là, il se dit, mais peut-être que je me suis déconnecté en fait de tout ça, comme plein d'autres d'ailleurs. Et donc, il revient à un tournage guérilla. En fait, comme s'il refaisait un premier film, et ça sous l'impulsion de Roger Corman. En plus, il part à Singapour, puis Singapour de 79, enfin je pense qu'on le voit quand même dans le film. À l'époque, c'est pas rien d'aller tourner à Singapour. Hein, et donc il y va, il fait ses repérages avec Ben Gazzara, et puis il y a plein d'histoires sur le tournage du film, parce que il y a toute la séquence avec les soldats vietnamiens, enfin qui viennent s'encanailler à Singapour. Et à l'époque, Bogdanovich, évidemment, il lui faut l'autorisation des autorités de Singapour pour tourner. Il ne va pas débarquer comme ça. Et or, Singapour, à l'époque, les autorités ne veulent absolument pas qu'on entende de parler de Singapour comme le bordel, en gros, des GI américains. C'est tabou total. Alors qu'en réalité, c'était vraiment ça. Mais entre deux missions, ils partaient de Da Nang ou d'ailleurs, ils allaient s'encanailler à Singapour et ils repartaient chez eux. Et donc Bogdanovich, qui sait ça, a donc rédigé en quelques jours un faux script. Et qui s'appelait Jack Flower of the Heart, quelque chose comme ça, et qu'il a dicté à sa secrétaire, qui était une histoire un peu à l'eau de rose, mélodrame, etc., inoffensive. Il a dit aux gens de Singapour, c'est ça que je vais tourner. Et les autres ont dit, bah d'accord. Donc il a tourné comme le Cheval de Troie, hein, ou en contrebande d'un autre film. À tel point d'ailleurs que, hormis Ben Gazzara, Denholm Elliott et quelques-uns des acteurs américains ou anglais qui sont dans le film, tous les autres intervenants du film qui viennent de Singapour, qui sont de vrais Singapouriens, ne savent pas du tout en quoi ils tournent. Personne ne connaît l'histoire, parce qu'on ne voulait surtout pas qu'il y ait de fuite, y compris parmi les techniciens. En disant, bah, attention, si jamais moi j'ai... Donc personne n'avait le scénario, à part Ben Gazzara et Bogdanovich et quelques-uns entre eux, mais à aucun moment, les seconds couteaux, les barman, les différents acteurs qu'il a pris dans le cru, hein, Bogdanovich, personne ne savait ce qui tournait. Hein. Et c'est comme ça qu'il a pu préserver en fait le secret jusqu'au moment où les gens de Singapour ont vraiment découvert de quoi parlait Saint Jack, qui est quand même un truc. Et donc l'autre question, là je vais aller très très vite, c'est les références.
Oui, mais vous savez, la question du poids des références, d'abord un cinéaste qui n'a pas de poids de référence, tout le monde l'envie, c'est-à-dire qu'il n'a rien vu, donc c'est pas la peine de faire des films. Donc la réaction des références, c'est important. Oui, quel diable. Non, mais c'est que la question pour moi, c'est pas de se dire... En fait, les références, c'est toujours un problème, me semble-t-il, au cinéma, quand on n'est qu'une sorte de cinéaste qui, en fait, se contente de faire revivre des références sans jamais leur apporter quelque chose, les détourner ou se les approprier. Hein. Bogdanovich est blindé de références, et il le dit lui-même, énormément. Là, elle n'est pas lointaine, là, c'est Cassavetes. Oui, évidemment, bien sûr. Non, mais c'est même plus, à la limite, c'est même plus vraiment, au fond, presque c'est même plus une référence, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est intéressant avec Bogdanovich, c'est qu'il y en a beaucoup dans ses films, mais moi, ce que je trouve touchant, c'est qu'à aucun moment il se dit, il y a telle référence qui va me permettre, je sais pas, de citer un tel ou un tel, enfin, peu importe. Pour lui, le cinéma, mais moi, c'est ça que j'ai toujours adoré chez lui, c'est pas un truc de cinéphile ou de geek, on pourrait dire. Hein. Regardez comme j'ai vu tous ces films. Et alors, on a une espèce de réservoir de citations à n'en plus finir. Et à la fin, on se dit, ouais, je ne citerai pas de nom. Hein. Oui, effectivement, j'ai repéré 55 films, et so what? Jamais ça, c'est Bogdanovich, puisque un de ses sujets, Bogdanovich, ce qui est moins le cas quand même dans Saint-Jacques, c'est la question des pouvoirs du cinéma. C'est quelqu'un, quand on parle avec lui, il explique combien il n'y avait pas la vie, et puis il n'y avait pas les films à côté. C'est-à-dire que vivre, c'était voir des films. Et puis n'oubliez pas, on est à un moment 60-70 où le cinéma c'est très important pour les gens. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, qu'on apprenait la vie dans les films. Il y avait des débats, il y avait une place énorme, etc. Et donc Bogdanovich a toujours pris le cinéma comme quelque chose de plus important que des films, d'une certaine façon. La fin de la cible, je ne sais pas pour ceux qui l'ont en tête, je ne raconte pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais se résout grâce au pouvoir du cinéma qui se confond avec la vie à un moment. Donc en fait, Bogdanovich, il a respiré le réel et la vie en même temps. Et les films en même temps. C'est pour ça qu'il les fait venir, mais c'est jamais sous la forme d'une signalétique, de la citation. C'est pas très intéressant en fait, la citation en tant que soi. Non, pour Bogdanovich, pour lui, la vie et le cinéma, ça se confond. Pour ceux qui ont vu Broadway Therapy, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un personnage de Call Girl qui est incapable, quand elle parle de sa vie, de faire la différence entre un extrait d'un film avec Audrey Hepburn et un truc qu'elle a vraiment vécu. Je trouve ça très beau. Et donc les films de Bogdanovich, ça nous raconte aussi le pouvoir du cinéma. Le cinéma, ça peut guérir. Ça peut permettre de comprendre des choses. Vous voyez, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui tourne dans les années 60-70, où le cinéma a ce pouvoir-là. Vous voyez, c'est, je sais pas, je pensais à ça l'autre jour, un truc italien, peu importe. Mais vous vous rendez compte, par exemple, en Italie, en 62, il y a 800 millions de spectateurs par an. On est à 72, 73 aujourd'hui. C'est pas rien. Puis ils vont pas voir des merdes. Ils vont pas voir Kev Adams, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ils vont voir autre chose. Non mais, je dis ça, le pot, il est pas là. Bon, j'imagine pas. Et non mais voilà, donc ça c'est la réponse sur la question de la référence chez Bogdanovich, c'est-à-dire que la référence, il faut au contraire la prendre au sérieux, ou quand Ben Johnson joue par exemple Sam le Lion dans Last Picture Show, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il fait revenir de ce personnage qu'on connaît surtout pour les films qu'il a joué de Ford, hein, et c'est la façon dont il fait revenir tout l'univers de Ford en montrant qu'à ce moment-là, c'est ça qui est en train de s'éteindre. Mais moi, là où je trouve Bogdanovich intéressant, c'est pour ça qu'il a un rapport à la nostalgie qui est compliqué. Parce que la critique a beaucoup dit de Bogdanovich, la critique, on peut dire un peu superficielle et aveugle, ouais, bon, il est nostalgique de l'âge d'or. Circulaire, rien à voir. Évidemment, ce qui est complètement crétin, mais c'est souvent comme ça qu'on a classé les films de Bogdanovich. Or, les films de Bogdanovich, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est... moi, j'aime toujours beaucoup cette phrase de Michael Cimino qui disait faire des films, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. Donc, est-ce qu'on peut être nostalgique d'un truc qui n'a jamais existé? Et je pense en réalité que Bogdanovich, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il sait, la preuve, c'est quand il va filmer les années 50 dans Last Picture Show, là, il arrive devant les années 50, films géniaux, Hollywood formidable, etc. Il nous dit, mais ouais, mais même là, évidemment. Donc autrement dit, c'est une philosophie de la vie, c'est une façon, cette idée que, en fait, tout ce que le présent est quelque chose qui est immédiatement perdu. Moi, je pense que c'est plus un mélancolique, si vous voulez. Ben Gazzara est génial pour ça. Parce qu'au début de Saint-Jacques, Bogda avait hésité. Il est allé voir Cassavetes, qui était son ami, Cassavetes va beaucoup le soutenir après la mort de Dorothy Stratton. D'ailleurs, Bogdanovich fait une apparition dans Love Stream, pour si ça vous intéresse.
avec Peter Falk dans la foule, enfin bref. Et Bogdanovich avait un projet de film avec Cassavetes, qu'il avait parfaitement écrit, etc. Il voulait vraiment que Cassavetes tourne avec lui. Et quand il tourne Saint-Jack, sa première idée, c'est d'aller voir John Cassavetes, pas Ben Gazzara. Et c'est là qu'un soir, il va voir Cassavetes, et puis il y a Ben Gazzara est dans les parages, il dîne avec lui, ils sont tous les trois ensemble, et Bogdanovich se souvient qu'il avait vu Ben Gazzara 15-20 ans auparavant. Et donc c'est très beau ce que raconte, je trouve, Bogdanovich sur Ben Gazzara, dont il explique que c'est un acteur qui est arrivé trop tard dans l'histoire du cinéma américain. Et d'ailleurs qui aimait très peu de films, Ben Gazzara, de ce qu'il avait tourné. Il aimait Autopsie d'un meurtre, il aimait Cassavetes, il aimait Saint-Jack, c'est tout. Et donc il voit Cassavetes et Ben Gazzara, et il rappelle Cassavetes le lendemain, il dit écoute j'hésite, c'est à toi que j'ai envie de donner le rôle de Jack Flowers, mais Ben Gazzara est pas mal, je me souviens je l'ai vu au théâtre, et il demande à Cassavetes, et c'est Cassavetes qui fait le casting de Saint-Jack. Il lui dit mais qu'est-ce que tu penses, je te prends toi ou Ben Gazzara? Et John Cassavetes lui dit prends Ben Gazzara, il sera bien meilleur pour le rôle. Et c'est comme ça que Bogda va aller prendre en fait Ben Gazzara plutôt que Cassavetes qui était prévu à l'origine. Et je trouve qu'il y a aussi, il y a aussi un côté Casablanca fatigué en chemise à fleurs qui est génial dans Saint-Jack. Hein, mais pareil, mais le fait, vous voyez là où c'est intéressant, c'est que on parle de la référence et ça peut vite être écrasant chez Bogdanovich. Parce que quand vous parlez avec lui, quand vous voyez ses films, on a toujours envie de prendre un carnet de notes, s'arrêter toutes les 5 secondes. Mais et c'est ça pour moi la force des grands films, c'est que si vous n'avez pas les références en tête, vous ne connaissez pas les films, ça reste quand même génial. C'est ça que je veux dire. C'est que quelqu'un qui n'aurait pas les 200 films cités dans Saint-Jack ou dans Last Picture Show, eh ben c'est pas grave. Ça n'empêche pas que le film, ça ajoute quelque chose au film, mais ça fait pas écran, si vous voulez. Et ça, moi je trouve ça assez précieux. Alors oui, je vous passe le micro. Quelqu'un n'a pas aimé le film? Bonsoir. C'était pas pour parler de référence en particulier, mais plus parce que vous avez dit que Saint-Jack c'était un personnage qui était d'un autre temps. Et moi, le dernier plan du film m'a vraiment rappelé Le Privé. Et je trouve que c'est un autre personnage d'un autre temps. Et vraiment, c'est ce dernier plan qui signe comme ça l'intégrité du personnage sur le fil. Je trouve ça très beau. Et c'est vrai que même si on n'a pas vu Le Privé, je pense que ça se sent que cette intégrité est vraiment comme ça au dernier souffle, quoi. Voilà, moi j'ai trouvé, je sais pas quelles sont les familiarités entre Altman et Bogdanovich, mais je trouve qu'on s'en fiche complètement parce que c'est vraiment des personnages qui sont proches, je trouve, Elliot Gould et Gazzara, sur cette espèce de décalage. J'ai aimé le film. Non mais j'ai pas grand chose à dire, merci. Mais Le Privé, oui, bien sûr. Mais après, alors, je pense pas, pour être tout à fait honnête, que Bogdanovich goûtait beaucoup les films de Robert Altman. Moi, je avoir une engueulade très cordiale avec lui sur Nashville, qui est pour moi un des plus grands films du monde, il trouve ça mauvais. Je lui dis, Peter, c'est pas possible. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. Et donc, il y a des choses. Mais sur la question du privé, ce qui me semble intéressant avec Altman, enfin, ça me fait penser à quelque chose. La première, c'est que, en fait, Altman, c'est quelqu'un qui a construit à peu près toute sa carrière sur la déconstruction critique des genres, pour faire court. Voilà. Il prenait à chaque fois un genre. Là, on parlait du privé, Chandler, la SF avec Quintet, le western avec John McCabe, peu importe. Et la déconstruction critique était intéressante. C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie pour les personnages chez Robert Altman. Sa qualité, elle se situe ailleurs. D'ailleurs, on lui a souvent reproché son côté presque un peu misanthrope chez Altman. Bogdanovich, c'est vraiment tout le contraire. Hein, c'est quelqu'un qui se met à l'intérieur des genres, non pas pour les déconstruire, hein, mais plutôt, on pourrait dire, pour les actualiser, pour utiliser la force que ça lui donne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout le Jack Flowers par rapport à ce qui pourrait être. D'ailleurs, il y a plusieurs genres là-dedans. Hein. Film d'aventure, d'espionnage, d'initiation, etc. En fait, il utilise la force de ces différents genres-là, mais à aucun moment, il veut en montrer l'envers, on pourrait dire, critique ou sordide. Pas du tout. La deuxième chose, moi, que je trouve intéressante dans Saint-Jack, c'est que c'est aussi un film qui, de manière, à mon avis, hein, extrêmement fine, subtile et implicite, raconte aussi une histoire de l'Amérique de ce moment-là. Hein. Je veux dire, évidemment, Nixon qui est dans tous les... Eddie Schuman, c'est cette démanation informulée de l'administration Nixon. Et Bogdanovich le dit lui-même. Hein. Nixon était le carburant négatif
de Saint-Jacques, et comme beaucoup de cinéastes à l'époque. Et cette idée, évidemment, je prends des photos, le Watergate qui est cité, donc tout ça est dans l'air du temps. C'est aussi un film, il faut le rappeler, des années 70. Et moi j'aime beaucoup, évidemment, ce moment de la prise de conscience de Saint-Jacques, d'ailleurs quand il s'arrête, parce qu'en fait elle commence, la séquence de filature, pour moi une des plus belles séquences des films de Bogdanovich, hein, qui est extraordinaire, qui est vraiment magnifique, totalement silencieuse, alors que c'est un film qui par ailleurs est plutôt bavard, et c'est quelqu'un qui se dit à un moment donné, je ne peux pas tomber si bas, mais il a Nixon en tête, et moi il l'a dit plusieurs fois, Bogdanovich, on considère dans les années 70 que Nixon était tombé très très bas. En fait il franchit ce seuil-là, et d'où le fuck it qui dit à la fin à Eddie Schumann, et d'ailleurs je raconte juste un truc là-dessus, c'est que à l'origine Ben Gazzara et Bogdanovich avaient écrit, parce que tous les soirs ils retravaillaient le scénario dans les chambres d'hôtel, et ils avaient écrit une longue séquence de dialogue entre les deux, Eddie Schumann et Jack Flowers. J'arrive avec les photos, puis finalement j'ai pas envie, je trouve ça ignoble de faire ça, je pourrais pas me regarder en face, le moment de la dignité, c'est le moment où j'ai à deux doigts de toucher le fond de la piscine et je remonte, hein. Et finalement ils n'ont jamais réussi pas à se mettre d'accord, mais qu'en fait Ben Gazzara, c'est un truc très américain, comprenait pas pourquoi il fallait qu'il parle pendant 3 minutes pour à la fin dire fuck it. Et donc c'est Ben Gazzara qui dit à Bogdanovich, écoute j'ai une meilleure idée, j'arrive, je franchis même pas la deuxième route, je te regarde et je te dis fuck it, et tout le monde comprendra, et je m'en vais. Ça, j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a aussi chez Bogdanovich cette art de l'ellipse, de l'économie, même sa façon de rythmer le récit qu'on capte pas forcément, enfin je me rends pas compte, hein, la première fois qu'on voit le film on se dit mais combien de temps ça dure ce film, etc. Et en fait dès le début, il y a une fois, là, je reviendrai une fois par an, c'est une seule fois, on est loin du surlignage, hein, qu'on a aujourd'hui, où les films font 2h45 parce qu'il faut expliquer pendant 1 heure les mêmes séquences. C'est vrai, on fait moins confiance à l'intelligence du spectateur. Et là, tout passe dans des petits détails de façon extrêmement subtile. Et je pense que, pour moi, c'est ça. Le Ben Gazzara, c'est un des plus beaux personnages, je trouve, du cinéma de Bogdanovich, véritablement. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'avais pas de question. Mais... Non. C'est encore mieux. Alors là, franchement... Alors peut-être une dernière intervention, et puis on pourra prolonger la discussion dans le hall avec peut-être une signature, si vous avez un peu de temps, Jean-Baptiste, de votre livre d'entretien. Oui, enfin dit comme ça, c'est vrai que ça coupe un peu. Mais... Oui. On a cassé complètement l'ambiance. Bonjour. Bonjour. Je change un peu Enfin, c'est pas pour parler du film en fait, c'est pour avoir un potentiel fin mot de l'histoire au sujet de sa collaboration avortée avec Sergio Leone. Ouais. Il était une fois la Révolution, j'ai lu que Leone racontait que c'était extrêmement mal passé avec Bogdanovich, qu'il devait le réaliser. Il dit qu'il était très fainéant, qu'il n'avait pas envie de travailler, qu'il restait à Rome 2 semaines. Et en fait, je ne sais pas si vous avez parlé avec lui du point de vue de Bogdanovich. Ah oui, bah oui. Oui, forcément. On ne peut pas passer à un moment donné cet épisode sous silence. Et alors, la version de Bogdanovich, parce qu'après, la vérité est sans doute toujours un peu dans l'entre-deux, hein, c'est qu'en fait, Sergio Leone a vu, lui, la cible. Et c'est un film qui l'intéresse. On est en 71 à ce moment-là, c'est-à-dire que Sergio Leone a déjà fait ses westerns, etc. Il a sorti dans l'Ouest. Et on sait tous, il n'a plus envie de faire de western. L'Ouest est son testament. Donc il n'a pas envie de remettre les couverts. Donc il a une fois la Révolution qui arrive, et il veut bien le produire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par produire. C'est là-dessus qu'il va y avoir le problème. Il veut bien produire la Révolution, mais il n'a pas eu envie de le réaliser. Et là, il se met en quête d'un jeune réalisateur. Il ne faut jamais oublier que Leone était toujours extrêmement friand d'avoir dans ses équipes des gens de la jeune génération, hein, Bertolucci, Argento, coécrit pour l'Ouest en 69, etc. Donc là, il se dit, il y a un type qui a l'air pas mal, Bogdanovich, etc. Et Bogdanovich, donc il l'appelle, pourquoi pas. Bogdanovich débarque à Rome pour étudier. On est à ce moment-là, au moment de l'Ast Picture Show, le film n'est pas encore sorti. Bogdanovich débarque à Rome avec la possibilité éventuelle de travailler sur Une fois la Révolution. Et en plus, ce qui plaît à Bogdanovich, c'est que ça a été écrit notamment par Donati et l'autre dont j'ai oublié le nom, qui avait écrit La Grande Guerre de Monicelli. Et en fait, Bogdanovich aimait beaucoup ces films-là de Monicelli. Donc il se dit formidable, etc., etc. Et là, le travail commence. La version de Bogdanovich, c'est que il commence à faire une sorte de prédécoupage, etc. Et il se rend compte que Leone, en tant que producteur, est beaucoup plus interventionniste que ça. Il lui dit, bah alors là, pour cette séquence-là, premier plan là, deuxième plan là, etc., etc. Bon, façon Leone, quoi. Et Bogdanovich lui dit, mais moi, j'ai pas du tout. En plus, Bogdanovich va être à ce moment-là une superstar. Et Bogdanovich lui dit, mais moi, j'ai pas du tout envie. Ou je réalise et vous produisez, mais restez à votre place. Et surtout, il y a un truc qui moi m'amuse beaucoup, c'est que Bogdanovich donc comprend que Leone va pas lui lâcher la grappe, qui sera sur le tournage, qui veut pas réaliser mais qui veut réaliser quand même,
En gros, c'est ça. Bogdanovich, un peu arrogant aussi à l'époque, un jeune Wonderboy, il n'a pas envie d'être... donc il veut pas ça. Et surtout, Bogdanovich comprend que Léon est fan d'un truc qui sont les gros plans. Et Bogdanovich, un jour, il a une discussion avec Léon, il lui dit « Mais moi, il y a un problème, c'est que moi, j'aime pas les gros plans. » Et donc ça va sceller évidemment la fin de la rencontre, et évidemment dire à Léon qu'on n'aime pas les gros plans, vous voyez, c'est quand même quelque chose de difficile à digérer. Et en fait, leur collaboration s'est arrêtée là, Bogdanovich est rentré chez lui, et finalement Léon mettra en scène le film. Et c'est drôle parce que moi j'en ai reparlé avec Bogda plusieurs fois de ça, et je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. C'est que Bogdanovich n'est pas hyper amateur des films de Léon. En fait, Bogdanovich n'est pas grand amateur du cinéma qu'on pourrait appeler maniériste. Vous savez, le cinéma qui vient à la fin des années 60 et cinéphile et qui brode autour des grands classiques américains. Pour lui, le western, c'est Ford, c'est pas Sergio Leone. Et en même temps, quand on regarde les films de Léon, qu'à titre personnel j'aime beaucoup, vous vous rendez compte quand même qu'il y a des points communs, y compris, on pourrait dire presque d'humeur ou thématique avec les films de Bogdanovich. Le rapport à l'enfance, le rapport à la mélancolie, le rapport au rituel, c'est des choses... Il y a des séquences du Bon Beauté le Truand, par exemple, qu'aurait pu signer Bogdanovich, quoi. Et donc c'est pour ça que leur collaboration s'est arrêtée et Bogdanovich est rentré chez lui, quoi. Il ne met pas les gros plans. Ce qui est quand même un problème. Jean-Baptiste Auré, on vous retrouve... Merci à tous. Immédiatement dans le monde. Merci beaucoup. Merci Vincent Paul-Dufour. On retrouve Jean-Baptiste pour vous signer son nouveau livre qui vient de sortir, Le cinéma comme un légiste, ses conversations avec Bogdanovich, et pour savoir encore beaucoup plus que tout ce qu'il va nous dire de manière passionnante. Et il y a aussi un documentaire en DVD sur Bogdanovich qui est inséré dans le livre. Et puis si vous avez aimé ou re-aimé revoir Saint-Jacques, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'acheter là-haut, ainsi que The Last Picture Show et le livre sur Dorothy Straten. Et continuer la discussion là-haut. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont pressés, il y aura également une rencontre demain à la boutique Potemkin à 19h. Voilà. Je dirais la même chose.